Bonjour tout le monde, ici Jason Paré pour le journal Métro. Depuis que les outils comme ChatGPT et Midjourney ont été rendus disponibles au grand public, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Tandis que le Canada travaille sur une loi pour réguler cette industrie, plusieurs experts du milieu sont sortis pour exprimer leurs craintes sur le développement accéléré de l'IA, afin de parler des impacts positifs ou pas de cette technologie sur nos vies, sur le travail. Nous avons réuni 3 acteurs et actrices de ce domaine. Alors, bonjour tout le monde, je vous présente M. Julien Billot, président-directeur général de Scale AI, une société d'investissement vouée à bâtir la prochaine génération de chaînes d'approvisionnement en capitalisant sur les avancées de l'intelligence artificielle. Jonathan Durand-Folco, docteur en philosophie et professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Bonjour. Et enfin, Sarah Gagnon-Turcotte, directrice de l'adoption de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec, un organisme mis en place par le gouvernement du Québec ayant pour mission de dynamiser l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, là, on parle beaucoup d'IA en ce moment, mais ils n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Ce n'est pas tous des ChatGPT ou des Midjourney. Concrètement, on va commencer avec vous, M. Durand-Folco. Concrètement, qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? En fait, c'est un terme extrêmement large qui peut vouloir dire plusieurs choses. Sous ce terme, souvent, en fait, il y a même des gens qui disent qu'il ne faudrait peut-être pas utiliser ce terme précisément, mais vu que c'est dans le langage courant, ça réfère à un ensemble de processus informatiques numériques pour la plupart qui permettent de résoudre des problèmes, d'effectuer des tâches de façon plus ou moins automatisée. Donc, sous cette infrastructure, il y a évidemment différents types d'algorithmes. Il y a aussi des systèmes de neurones artificiels. Il y a plein de techniques de traitement de données qui permettent d'analyser ces différentes données et de prédire des résultats par la suite. Et ensuite, ça peut prendre des formes extrêmement diverses, comme différents types d'algorithmes de recommandation. Ça peut être des systèmes décisionnels automatisés, ça peut prendre la forme de ChatGPT, des générateurs d'images, de sons, de vidéos. Donc, ça prend vraiment des formes diverses. Et là, justement, toujours en faisant abstraction de ChatGPT puis de Midjourney qu'on a entendu beaucoup parler, sont déjà dans nos vies, les intelligences artificielles. Madame Turcotte-Gagnon. Tout à fait. En fait, on ne les voit pas nécessairement, mais ils propulsent plusieurs systèmes autour de nous. Je pense que le premier contact d'un citoyen moyen, c'est à travers son utilisation d'Internet. On entend souvent parler des systèmes de recommandation à travers les Netflix de ce monde, nos fils d'actualité sur les médias sociaux, etc. Peut-être quelque chose aussi de concret lorsqu'on fait de la traduction. Hein, on a tous entendu parler des systèmes de traduction qui nous aident au jour le jour à naviguer le monde. Bien, de plus en plus, ils sont accélérés, puis ils utilisent l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on rentre également dans le secteur plus industriel, là, il y a une panoplie d'utilisation. On automatise des systèmes de production, on va optimiser des chaînes logistiques dont mon collègue va sûrement parler. On va l'utiliser dans le secteur bancaire pour faire des transactions sur les marchés boursiers. Il y a vraiment une panoplie de cas d'utilisation à travers tous les secteurs industriels au Québec et dans le monde. Oui, justement, M. Billot, dans le domaine des chaînes d'approvisionnement, qu'est-ce qui est utilisé comme intelligence artificielle actuellement? En fait, c'est extrêmement vaste. Enfin, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Il y a plusieurs intelligences artificielles, plusieurs outils. Et dans les chaînes d'approvisionnement, dans la vie des entreprises au sens large, il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, essentiellement. Alors, si vous pensez aux chaînes d'approvisionnement, le premier sujet, c'est mieux prévoir votre demande. Quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes une industrie, vous voulez mieux prévoir ce que les consommateurs industriels ou particuliers vont vous acheter. Donc, c'est le premier niveau sur lequel l'intelligence artificielle peut s'appliquer, vous aider à prévoir votre demande, optimiser votre prix, optimiser vos promotions. Ça, c'est le premier niveau. Et puis, plus on descend dans la chaîne, évidemment, l'intelligence artificielle pour mieux prévoir les stocks, pour mieux gérer vos entrepôts, pour mieux tracer votre chaîne d'approvisionnement, de la production à la livraison, pour garantir la sécurité de cette chaîne d'approvisionnement. Donc, tout ça fait partie d'une chaîne de bout en bout et l'intelligence artificielle permet à tous ces niveaux-là d'optimiser la productivité parce que les chaînes d'approvisionnement produisent beaucoup de données et comme elles produisent beaucoup de données, on peut y appliquer des algorithmes et puis mieux prédire ou prescrire les bonnes actions sur la gestion de ces chaînes d'approvisionnement. Parfait. Au début de mai, l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et récipiendaire du prix Turing, c'est un peu un prix du Nobel dans le domaine
de l'informatique, de la technologie, Geoffrey Hinton, a ajouté sa voix aux milliers d'experts qui ont exprimé dans une lettre ouverte des craintes sur les risques entourant le développement accéléré de cette technologie. Monsieur Durand-Folco, est-ce que ces lanceurs d'alerte ont raison, en fait, d'alerter les gens sur le sujet? En fait, moi, de mon côté, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est inquiétant. Donc, les deux à la fois, parce que je pense que l'intelligence artificielle pose plusieurs enjeux, défis, risques au niveau des milieux de travail, au niveau de la désinformation qu'on peut trouver en ligne, et peut offrir différentes opportunités en termes d'optimisation de chaînes d'approvisionnement. Il peut avoir des bénéfices importants, mais il y a aussi des usages qui peuvent en être faits et qui sont déjà faits depuis au moins 10-15 ans dans différents milieux de la société. Et puis des gens, par exemple, de son côté, Hinton a décidé de quitter Google pour avoir plus une voie libre, disons, puis de prendre position par rapport à différents types d'enjeux, parce qu'en travaillant pour Google, évidemment, il ne voulait pas se mettre à porte-à-faux avec son propre employeur, et maintenant, il veut essayer d'attirer l'attention du public comme Yoshua Bengio et plein d'acteurs de l'industrie qui disent « c'est bien peut-être l'intelligence artificielle, mais il faut avoir de la réglementation, il faut avoir un débat de société, il faut avoir une forme d'encadrement, parce qu'actuellement, le développement se fait tellement vite qu'on perd en quelque sorte le contrôle, les orientations sur ce développement, ou si on ne l'a pas complètement perdu encore, ce n'est pas encore le cas, ça risque de survenir par la suite. Donc, il faut vraiment prendre un pas de recul, se poser des questions, intervenir. Donc, le fait que ce ne soit pas uniquement des chercheurs indépendants comme moi ou d'autres qui tireront sur la sonnette d'alarme, mais des gens de l'intérieur de l'industrie elle-même qui disent « il faut l'encadrement », je trouve que c'est un signe qui va dans la bonne direction. Donc oui, c'est ça. C'est pas une sortie pour dire qu'on est contre l'intelligence artificielle, mais plutôt pour ralentir un peu le mouvement, vu qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore réglementé ces questions. Là, le Canada est dans les précurseurs. Je sais que ça se discute aussi dans l'Union européenne. Donc oui, Mme Gagnon-Turcotte, est-ce que justement, c'est une pause de 6 mois, ça serait vraiment utile pour permettre aux différentes législations là, de se positionner là-dessus? Ce qui est très important, c'est de distinguer la recherche, le développement et aussi l'utilisation, le déploiement, donc l'accès qu'on a dans le marché. On ne veut pas empêcher la recherche de poursuivre ses explorations. Pour ce qui est du développement, peut-être mettre un cadre de gouvernance plus clair pour s'assurer qu'on développe des systèmes d'IA qui sont responsables, puis également s'assurer qu'on a des balises claires lorsque vient le temps de déployer ces systèmes-là, puis de leur donner accès à un très grand nombre. Je pense que ce qui a beaucoup choqué avec ChatGPT, c'était que c'était un accès universel à travers tous les âges, tous les pays, sans vraiment de contraintes ni d'avis indiquant que peut-être le système pouvait halluciner, comme on dit, ou donner des mauvaises réponses. Donc, l'absence d'encadrement et l'accès très rapide et soudain d'un système aussi puissant, c'est ce qui pose des questions. C'est ce qui a amené les craintes au niveau de la désinformation qu'on mentionnait il y a un instant. Exactement. Puis, ce 6 mois-là, en fait, il faut le prendre pour réfléchir collectivement. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement du Québec a mandaté le Conseil de l'innovation pour lancer vraiment une réflexion collective, pour cerner davantage, plus clairement, les enjeux, les balises, les options qu'on devrait explorer en profondeur. Parfois, ce n'est pas toujours de créer une nouvelle loi, d'une page blanche. Là. Parfois, c'est simplement de réaffirmer que le cadre légal existant s'applique également à ces systèmes-là, comme par exemple la protection du consommateur. On n'est pas obligé de réinventer la roue. Donc, il faut identifier clairement les risques. Il faut aussi se laisser la place aux opportunités, puis il faut se donner le pouvoir collectivement de dire, bien, voici comment on souhaite que cette nouvelle technologie soit utilisée dans notre société. Mais là, si ont été lancés de manière universelle, justement, au grand public, est-ce que c'est un peu parce que là, il y a une compétition entre différentes entreprises, M. Biot, et là, on se dépêche à sortir notre machine pour montrer qu'on est les meilleurs dans le domaine? Oui, puis le fait que Elon Musk signe la lettre alors qu'il avait sa propre entreprise à côté n'a pas forcément crédibilisé la démarche. Mais je veux dire, l'IA, c'est un sujet varié et global. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs intelligences artificielles. Puis l'intelligence artificielle qui est révisée, moi-même, j'ai signé les différentes lettres au nom de Scale AI, c'est que le Generative AI, comme on l'appelle, pose beaucoup de questions de droit d'auteur, de copie, de désinformation ou autre. Évidemment, l'IA industrielle qu'on utilise pour trier des pommes de terre, on s'entend bien que ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux sociétaux et les mêmes enjeux de vie privée. Donc,
Ce qui est important là-dedans, c'est que bien avoir une réglementation. D'abord, vu d'une entreprise, la réglementation, c'est toujours une bonne nouvelle parce que ça donne un cadre légal et ça permet d'opérer dans une plus grande sécurité juridique. Puis quand vous êtes une entreprise, vous investissez des millions de dollars dans des solutions, vous ne voulez pas avoir d'incertitude parce que si du jour au lendemain, la régulation change et que votre solution devient totalement inopérante, évidemment, vous avez tout perdu. Donc, créer un cadre, ça crée de la sécurité, c'est toujours bon pour l'investissement. Mais au-delà de ça, ce qui est très important dans ce cadre, c'est évidemment de bien segmenter ce qu'on veut identifier. Alors, oui, les entreprises se font la course, mais le domaine vraiment qui est très visé, qui était très spécifique dans ces lettres, c'est beaucoup tout ce qui est autour de cette IA générative, parce qu'elle crée des contenus qui sont évidemment diffusés en tant que tels beaucoup plus rapidement via les réseaux sociaux et qui posent tout un tas d'enjeux. Une remarque juste là-dessus, c'est que ce n'est pas l'outil qui est en cause, c'est l'utilisation de l'outil. Oui. C'est ça qui est important. Enfin, vous prenez un marteau, vous avez le droit de taper dessus et de taper sur un clou avec un marteau, vous n'avez pas le droit de taper sur quelqu'un. Voilà. Donc l'outil est important. Mais effectivement, il faut réguler l'usage de l'outil de la bonne façon. Ouais. Bien, au-delà de l'usage, il reste que, il y a eu des critiques par rapport à Midjourney pour ce qui est des droits d'auteur, parce que, l'outil, une banque de données, il se sert de matière première de la création de d'autres artistes pour créer des œuvres. En quoi ça, c'est différent d'un artiste qui s'inspire, en fait, des œuvres de ses pairs? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Pour ce qui est de la question des artistes, là, il y a des débats, on pourrait dire philosophiques, ontologiques, est-ce que c'est de l'art ou non? Pour moi, je pourrais rentrer dans la catégorie large de l'art, comme je pourrais dire, parce que je place une tasse ici, dans un cadre inattendu, je peux dire ceci est une œuvre d'art. Donc, le débat sur les frontières de l'art, c'est large. Mais il y a quand même aussi, pour ce qui est des graphistes, qui peuvent être engagés pour faire des posters de festivals. Mais pour moi, l'enjeu que je vois, c'est au niveau de la précarité des conditions d'existence. Pour les différents types d'artistes, pour les différents types d'emplois qui vont être automatisés. J'ai déjà plusieurs personnes autour de moi, en fait, qui sont en train de se dire je vais me réorienter au niveau professionnel, je vois pas d'avenir dans mon métier ou je veux faire ça comme un hobby, mais je pourrais plus gagner ma vie avec ça. Et c'est plutôt au niveau des systèmes de sécurité sociale et des systèmes de redistribution de la richesse. Donc, il y a des gens qui disent qu'il faudrait peut-être qu'on taxe les robots ou les entreprises qui produisent ce genre d'outils algorithmiques qui sont en train de faire des choses incroyables, mais qui en même temps enlèvent le gagne-pain de certains types de personnes. Après, est-ce que c'est par les droits d'auteur, réaffirmer ça, par des poursuites juridiques au niveau des vols et ainsi de suite? Moi, je ne suis pas expert de cet enjeu, mais je pense que non seulement pour les différents artistes, professeurs d'université, dans le milieu du droit, des avocats, des professions libérales, du travail des cols blancs en général, tout ce qui est traitement de l'information, ces outils extrêmement puissants, en fait, permettent de faire plein de choses. Et après, c'est comment les employeurs vont les déployer dans leur entreprise, pour le meilleur et pour le pire, et quel type de personnes vont être affectées par ça, et qui va, en quelque sorte, subir les plus durs contre-coups et qui va tirer les bénéfices de cette révolution industrielle, technologique qu'on vit actuellement. Donc, c'est plus au niveau, je pense même pour ce qui est des artistes, de dire est-ce qu'il faut avoir un revenu de base pour les artistes ou un régime des intermittents, comme en France ou ailleurs, pour que les artistes puissent créer librement sans avoir nécessairement à vendre leur œuvre d'art ou en perdant leur contrat. Donc, comment on fait ça? Donc, ça, c'est une question ouverte qui touche non seulement les outils algorithmiques, mais le type de société dans lequel on veut exister aussi. Oui. Bien, justement, Mme Gagnon-Turcotte, est-ce qu'on risque d'assister à une ubérisation accélérée du travail? On parle de col blanc, un peu comme ce qui s'est passé avec l'industrie du taxi ou de la livraison. Donc, soit une disparition du salariat, au niveau de la livraison, on est payé au service, ou une déréglementation, justement, un peu comme ce qui s'est passé dans l'industrie du taxi. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas longuement réfléchi à ce jour. Je pense que l'analogie, elle est bonne par rapport à Uber parce que ce qu'elle implique, cette analogie-là, c'est l'utilisation ou la centralisation à travers une plateforme qui est détenue par une entreprise privée. Je ne rentrerai pas nécessairement dans ce volet-là, mais ce qui est intéressant, puis je pense que là où on a beaucoup d'incertitudes devant nous, puis c'est bien de se poser les questions que M. Durand-Folco soulignait, mais en même temps, on ne sait pas encore comment ces outils vont être utilisés. Donc, c'est possible également que plutôt que de remplacer l'humain, ces technologies-là permettent d'augmenter les capacités humaines. Bon, il y a quand même la question de la précarité. Donc, si avant, on était capable de produire une affiche de festival par jour et maintenant qu'on peut en produire 150, bien, nécessairement, c'est peut-être 150 personnes ou en tout cas 149 qui pourraient perdre leur travail. Est-ce que ça va susciter un peu la demande? À l'inverse, bon, peut-être qu'on va au contraire, voir une explosion d'œuvres d'art dans notre entourage, puis l'utilisation et même une exploration de la créativité encore plus grande chez les jeunes
on ne le sait pas. Puis c'est des transformations sociales fondamentales. Je pense qu'il faut autant garder notre imagination fixée sur le positif pour se permettre de créer ce futur-là qui pourrait être un bienveillant, et non pas uniquement regarder les aspects très dystopiques de cette technologie, mais il faut être à l'affût des deux et il faut constamment se poser ces questions-là. Puis je pense qu'il faut le faire avec les gens qui sont impliqués également, donc penser de réfléchir avec les artistes, avec les associations, avec les groupes, avec l'UDA, etc. On en parlait beaucoup de ceux qui faisaient du doublage, par exemple. Bon, ben, est-ce qu'à l'inverse, un collègue me disait récemment, ben, peut-être que ça va donner accès davantage à la culture québécoise à travers le monde, parce que d'un simple clic, on va pouvoir traduire un film qui peut-être a été trop niché pour avoir un public, donc pour investir dans un doubleur, mais là, avec un AI, peut-être que c'est possible. Donc, sans rejeter ou réduire l'importance des questions puis des impacts très négatifs sur des pans entiers de notre société, il faut aussi qu'on reste motivé par les impacts positifs. Oui, parce que là, certaines personnes s'inquiètent peut-être de perdre leurs emplois, mais en même temps, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre en ce moment. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, d'une certaine façon, peut aussi combler cette pénurie de main-d'œuvre, vu que, bon, l'immigration peut en combler une petite partie, mais on sait que même si on doublerait l'immigration au Québec, c'est pas ça qui viendrait régler tous ces problèmes. Donc, est-ce que c'est une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement? Ben, écoutez, oui, en partie. En fait, vous savez, l'évolution des métiers, elle est toujours très compliquée à prédire. Effectivement, il faut ni être naïf d'un côté, ni être naïf de l'autre. Enfin, je veux dire que moi, j'ai longtemps travaillé dans les télécommunications, dans les années, au début du siècle, enfin, du 20e siècle, pardon. Il y avait les demoiselles du téléphone qui, avec des fiches, connectaient les gens. Puis un jour, il n'y a plus les demoiselles du téléphone. C'est pas pour autant qu'on n'a pas recréé d'autres types d'emplois. Je veux dire, quand Excel est arrivé, tout un tas de comptables ont perdu leur métier, mais ont évolué vers d'autres types de métiers. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura de nouveaux métiers qui vont arriver aussi liés à l'intelligence artificielle, comme de nouveaux métiers sont arrivés, community manager, SEO manager et autres dans le digital, qu'on n'imaginait pas et qui vont créer de nouvelles opportunités. Alors l'intelligence artificielle au sens large, qu'est-ce qu'elle permet de faire dans le milieu industriel? Elle permet de mieux prédire ce qui peut se passer et de mieux prescrire des actions. Donc à ce niveau-là, elle permet effectivement très largement d'optimiser les ressources. Alors c'est vrai sur la pénurie de main-d'œuvre, c'est aussi vrai sur l'utilisation de différents outils de production ou l'utilisation d'ailleurs de matières rares, comme l'essence ou autre. Ça permet d'optimiser les trajets, ça permet d'optimiser l'allocation des ressources, y compris des ressources humaines. Donc oui, c'est une des solutions, mais ce n'est pas une solution miracle. C'est une solution verticale par verticale, processus par processus. Par exemple, pendant la pandémie, nous, Scale AI, on a financé des projets qui ont aidé des compagnies comme Alaya Care, comme Dialogue, à avoir plus de personnes, d'une meilleure allocation des ressources médicales, là où il y en avait besoin. Donc, vous voyez, c'est une utilisation concrète où il y avait un manque criant de ressources médicales. Grâce à des algorithmes, on prévoit mieux la demande et donc on est capable de mieux allouer les ressources face aux gens qui en ont besoin. Donc c'était une bonne illustration. Évidemment, ça n'a pas compensé la totalité de l'absence de main-d'œuvre médicale au Québec, mais ça a contribué à régler un certain nombre de problèmes. Meilleure gestion des ressources, mais est-ce qu'il y a aussi une meilleure efficacité médicale? Parce que pour pouvoir détecter des tumeurs, pour pouvoir développer des vaccins ou des médicaments? Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que... Alors, il y a beaucoup d'espoir, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus, notamment sur la découverte de médicaments. Ce qu'on dit souvent, c'est que l'intelligence artificielle là-dessus, elle permet d'amener la connaissance d'un meilleur médecin à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément meilleure que le meilleur des spécialistes, mais elle permet par contre de rendre le meilleur des spécialistes accessible à n'importe quel médecin partout. Et au Canada, c'est absolument critique. Vous pensez au nord du Québec, vous pensez aux communautés des Premières Nations, aux communautés inuites, par exemple. C'est une avancée considérable de pouvoir amener via la technologie des compétences médicales qui n'ont aucune capacité à être présentes physiquement sur place. Donc oui, ça permet incontestablement ce genre de choses. On parlait de l'emploi, de l'impact que ça pourrait avoir sur l'emploi, sur l'information ou la désinformation. Mais est-ce qu'un des plus gros impacts risque pas d'être d'un point de vue environnemental, vu que on sait que les serveurs, au niveau des GES, ça a dépassé l'industrie de l'aviation civile. Donc, l'intelligence artificielle demande aussi beaucoup d'énergie, de consommation d'eau, tout ça. Donc, est-ce qu'elle est là, un des impacts qu'on devrait noter par rapport à... Oui, en fait, je pense de ce côté, c'est vraiment, je dirais pas un grand angle mort, parce que de plus en plus de gens de l'intérieur ou de l'extérieur de l'industrie travaillent sur ça. Moi, l'inquiétude ou cette analyse que je fais du point de vue de l'intelligence artificielle, c'est que même s'il y a des gains en termes d'efficacité des coefficients, qu'on est capable de produire avec moins de données, de données massives, ou avoir, par exemple, alimenté différents data centers, différents algorithmes avec des énergies renouvelables,
l'infrastructure industrielle planétaire qu'il faut pour faire tourner tous les différents types d'algorithmes qu'on a actuellement, puis l'infrastructure numérique telle qu'elle se déploie à l'heure actuelle, ne fait que croître et croître de façon extrêmement rapide, de telle sorte, en fait, que tout en fait de plus en plus aussi d'Internet d'objets. Donc, on met des capteurs, on prend des données à différents endroits et ça consomme beaucoup de ressources et ça va qu'en augmentant. Donc, même si on a un gain d'efficacité à court terme, il y a cet effet économique qui s'appelle l'effet rebond qui fait que les gains d'efficacité sont compensés par une consommation encore plus grande. Ici, d'après moi, c'est un choix de société. Pour moi, je pense qu'on va avoir besoin d'algorithmes dans le futur, on va avoir besoin de technologies numériques. Je ne dirais pas d'un monde qui ait plus d'Internet, ça serait un peu triste peut-être, mais est-ce qu'on est obligé d'aller vers la 5G, la 6G, la 7G, toujours plus vite, toujours plus, et dire qu'une intelligence artificielle va résoudre le problème de la crise écologique, environnementale? Je pense qu'on va devoir, en quelque sorte, faire plafonner peut-être ou voir quels sont les types d'usages efficaces, utiles qu'on veut pour cette intelligence artificielle. Trier des pommes de terre ou avoir chaîne d'approvisionnement de médicaments. Donc ça, c'est utile. Est-ce qu'on a besoin autant d'algorithmes pour, par exemple, avoir, on va donner accès à des services de psychothérapie à travers des chatbots? Est-ce qu'on a besoin plus d'humains dans certains cas et un peu moins d'outils algorithmiques de machines, plus de low-tech avec un peu de high-tech ici et là? C'est un peu des réflexions que moi j'amène, mais je pense qu'il faut qu'on ne soit pas juste dans le tout numérique. Il va y avoir des solutions concrètes à avoir, mais on ne peut pas faire que croître à l'infini sur une planète avec des ressources qui ne sont pas infinies. Non, c'est ça. Au-delà de l'intelligence artificielle, il faut gérer la croissance si on veut répondre aux enjeux des... Mais d'ailleurs, est-ce que l'intelligence artificielle, Mme Gagnon-Turcotte, peut aider à développer, à trouver des solutions au changement climatique ou encore pour protéger la biodiversité? Il y a certaines personnes qui veulent, qui défendent l'intelligence artificielle et disent ça peut être utile pour ça. C'est un très bon point. Je pense qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un levier d'innovation et comme une technologie qui permet d'atteindre certains objectifs. Donc, c'est ça, il faut choisir de manière stratégique quels sont les objectifs dans lesquels on investit nos efforts. Et puis, c'est quand même une technologie qui est somme toute jeune, dont M. Billaud tout à l'heure parlait qu'elle s'applique verticale par verticale, donc industrie par industrie, processus par processus. On est encore beaucoup dans la découverte de comment utiliser cet outil-là pour optimiser peu importe le problème qu'on cherche à résoudre. Donc, il faut, et c'est comme ça que le Conseil de l'innovation l'aborde, là, il faut mettre cette technologie-là au service des objectifs sociaux du Québec. Donc, environnementaux, culturels, de l'économie sociale. Il faut, autant que les organismes communautaires puissent en profiter s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'outil il est pertinent pour eux. Si on les ressources pour se procurer ce genre de technologie-là aussi. Et puis la crise climatique, c'est la principale crise auquel on est confronté globalement. Donc oui, il faut absolument qu'on mette l'IA au service de la résolution de ce problème-là et aussi les aspects de santé. D'ailleurs, moi, quand je me promène dans l'écosystème, à travers les régions avec M. Luc Sirois, l'innovateur en chef, on n'entend que parler de ça, donc de santé, de climat, puis pas juste de pénurie de main-d'œuvre, parce que la pénurie de main-d'œuvre, au final, affecte les conditions de travail et la qualité de vie des travailleurs. Donc, c'est vraiment les préoccupations des Québécois. Ma prochaine question s'adresse à tout le monde. On commencera avec vous, M. Billaud, mais je pense que tout le monde peut y répondre. Justement, la loi sur l'intelligence artificielle et les données élaborées dans le cadre du projet de loi C-27 par le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Est-ce qu'il manque quelque chose dans cette loi? Alors moi, je ne suis pas juriste, mais clairement, j'ai signé la lettre de support pour l'accélération du débat sur la loi C-27. Comme je l'ai dit, une des raisons principales, c'est déjà que le feu couve d'une certaine façon, et donc ce n'est pas en l'ignorant qu'on va régler le problème. Donc une loi est une bonne chose parce qu'elle va donner un cadre légal, juridique, et au final aussi, d'un point de vue strictement entreprise, sécuriser les investissements. Ce qui est très intéressant dans l'approche autour de cette loi, c'est qu'elle me paraît assez pragmatique. C'est-à-dire, elle ne définit pas a priori, parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas encore quels vont être on anticipe certains des problèmes, mais on n'a pas la certitude de tous les sujets qui peuvent poser problème. Donc, elle permet en fait d'avoir une sorte d'expérimentation, de regarder projet par projet, des projets qui posent un risque systémique, alors je ne sais plus le qualificatif exact, mais je crois que ça tourne autour de ça, et dans ce cas-là, de réguler les projets qui tournent autour de ce risque systémique. Et je trouve que c'est la bonne approche parce qu'elle permet à la fois d'abord au gouvernement d'agir par décret derrière, donc d'aller plus vite qu'en passant dans un processus législatif pour chacun des sujets,
Et donc, elle permet une approche relativement pragmatique. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a bien plu dans l'approche de cette loi. Après, est-ce qu'elle règle tous les problèmes? Non. Et évidemment, elle est aussi très complémentaire d'autres lois, comme Sarah l'a cité. Par exemple, les lois sur la protection des données personnelles, la loi sur la protection de la consommation. Enfin, elle s'ajoute à un certain nombre de lois qui, de toute façon, doivent s'appliquer indépendamment du sujet intelligence artificielle ou non. Vous avez été assez critique, si je ne me trompe pas, M. Durand-Folco, de cette loi dans une récente lettre ouverte. Oui, en fait, j'ai écrit une lettre ouverte avec un de mes collègues, Jonathan Martineau, professeur à l'Université de Concordia, avec lequel je suis en train d'écrire un livre sur le capitalisme algorithmique. Donc, ce système économique, justement, dans lequel on vit, mais qui se reconfigure grâce et avec l'intelligence artificielle. Et pour nous, en fait, la loi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, au sens où il faut une loi plutôt qu'aucune loi. Mais cette loi, elle est trop adaptative et souple, à mon avis. Donc, ça peut être un avantage, mais en même temps, elle ne permet pas, d'après moi, d'empêcher des effets perturbateurs nocifs tels qu'ils sont déployés à l'heure actuelle. Et telle qu'elle est conçue, par exemple, sur les questions de transparence, on dit on va rendre transparent l'usage ou les impacts possibles, mais on ne rend pas transparent le modèle ou l'architecture algorithmique, ni l'entraînement de données qui ont servi à l'entraînement de cette intelligence artificielle. Et plusieurs chercheurs dans le milieu disent que pour comprendre les impacts, il faut comprendre d'où vient cette intelligence artificielle, comment elle a été créée, façonnée. Et vu que c'est un secret industriel, c'est une forme de boîte noire, les effets qui peuvent être causés par ça vont être difficiles à prévoir par la suite. Et je pense en fait qu'il faut avoir une loi pour encadrer. Je pense que la loi de l'Union européenne est plus avancée, plus précise, d'après moi. Elle permet de non seulement réguler les IA à incidence élevée ou avec effet indésirable qu'on veut empêcher complètement, réguler celles qui sont à effet intermédiaire. Mais je pense en fait qu'il faut fondamentalement se poser la question. Il faut une loi pour réguler, encadrer, pour donner un cadre plus sécuritaire pour les entreprises qui innovent et ainsi de suite. Mais on doit privilégier les droits humains, la protection des consommateurs. Et telle qu'elle est conçue dans le préambule du projet de loi, on dit on met sur un pied d'égalité la protection des citoyens et citoyennes canadiens et la promotion de l'industrie. Et c'est comme si on disait, par exemple, on veut réguler l'industrie pétrolière, on veut mettre sur un pied d'égalité les intérêts de l'industrie pétrolière et les intérêts de l'environnement. Donc, pour moi, il y a une priorité qui doit être faite sur la protection de l'environnement, des données, en fait, des données personnelles, des droits humains avant tout. Et il faut se poser la question, il faut avoir une loi pour ça, mais où pas uniquement gérer les effets, les conséquences qui sont créées par cette industrie, mais se poser la question, est-ce qu'on a besoin de plus de robots, de plus d'algorithmes, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir des questionnements éthiques encore plus larges. Mais j'accueille bien le débat qu'on est en train d'avoir à l'heure actuelle grâce aux différents acteurs de l'industrie, Yoshua Bengio, les gens qui se disent il nous faut une loi autour de ça, il faut qu'on ouvre le débat. Mais pour moi, la loi telle que se décline, elle ne fera pas grand-chose pour améliorer la situation d'après moi. Mais peut-être que je me trompe aussi. Puis au-delà de l'efficacité de la loi sur le territoire canadien, on parlait de l'Union européenne. Si on légifère de notre côté, mais que ce n'est pas fait dans d'autres pays, est-ce qu'il y a un risque finalement que l'intelligence artificielle soit développée dans une voie qu'on ne souhaite pas? Parce que est-ce qu'il faudrait avoir une législation qui serait planétaire, si je peux m'exprimer ici, Mme Gagnon-Turcotte? Est-ce qu'on se dirigera vers ça? C'est très possible. Je crois qu'on doit avoir ces réflexions-là et ces débats-là en ayant en tête ce qui se passe aux États-Unis et dans l'Union européenne nécessairement. Puis je crois que le Québec est extrêmement bien placé pour participer à ces différentes conversations-là. Dès le départ, l'écosystème a réfléchi à l'IA responsable. Donc, on peut parler de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable, qui date de 2018, qui était une vaste consultation citoyenne qui a mené à l'élaboration de plusieurs principes qui visent à guider le développement et l'utilisation de l'IA. On a également l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui est un regroupement de plus de 250 chercheurs qui réfléchissent directement à quels sont les impacts. On a, dans le fond, plusieurs groupes, chercheurs, des gens de l'industrie également qui réfléchissent en ayant vraiment cette lunette-là d'approche. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette technologie-là a des impacts positifs dans la société? Puis, un des groupes que je tiens aussi à mentionner, c'est le
partenariat mondial pour l'IA, qui est une initiative entre la France et le Canada et dont un des bureaux est situé ici à Montréal, ça s'appelle le CEMIA, donc plusieurs acronymes, là, le Centre d'expertise internationale de Montréal en IA. Et eux, ils ont vraiment une réflexion en IA. On a une des co-responsables du pilier IA responsable qui est là. Bref, on a une multitude d'acteurs qui réfléchissent et on a déjà ces liens-là à l'international. C'est des initiatives qui regroupent beaucoup de gens, des gens du Brésil, du Mexique, du Portugal qui sont à la table et qui réfléchissent à, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA dans le secteur agricole pour améliorer la productivité puis s'assurer qu'on répond au changement climatique. Donc, ça a un aspect industrie, mais ça a aussi un aspect sociétal extrêmement important. Donc, le Québec, on doit être vraiment lever la main puis dire oui, on est là, on est présent, on veut participer à cette conversation-là, puis on a toute l'intelligence qu'il faut pour le faire. Dernière question. Bon, responsabiliser l'IA, responsabiliser l'industrie qui l'utilise ou qui la développe, mais pour ce qui est de la population, de sa responsabilité par rapport à des outils à lesquels ils ont accès, on le vit avec les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux sont arrivés, c'était un peu chaotique. On l'a appris à s'en servir en s'en servant, finalement. Donc, est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation, d'éducation que nos gouvernements devraient faire pour éviter les dérapages, pour éviter les utilisations malveillantes, ou même pour protéger ses propres données? Donc, comme ça revient un petit peu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur cette dernière question, oui? Il y a le terme peut-être qui est ressorti le plus lors d'un événement récent qui portait sur l'éducation et l'IA, c'est la notion d'esprit critique. On doit vraiment développer l'esprit critique de nos jeunes et moins jeunes également. On doit tous se mettre un peu à jour là, sur comment on accepte ou on refuse l'information qui nous est transmise, notamment sur les médias sociaux. Donc ça, c'est un chantier fondamental. Comment est-ce qu'on va s'adapter à ces nouveaux outils, à ces nouvelles pratiques? Et il y a le 15 mai prochain là, une journée sur l'éducation. Je crois que c'est en enseignement supérieur et l'IA. Il faut se poser ces questions-là. La grande réflexion collective qu'on s'apprête à lancer sur l'encadrement de l'IA sera une autre opportunité de réfléchir à la manière dont on s'adapte à tout ça. C'est quoi le rôle de l'État aussi pour aider à avancer ces réflexions-là, puis encadrer, hein, plutôt que purement législatif. On a une vision large de l'encadrement. Parfois, c'est un code de déontologie. Parfois, c'est un guide pratique. Hein, comment utiliser ChatGPT, connaître les risques lorsqu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on peut faire avec ou pas. Quels outils est-ce qu'on se dote collectivement là, pour faire face à cette transformation sociale importante, socio-technologique importante? Très bien. Bon, ce sera le mot de la fin. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais pour ajouter, je pense que c'est ça. Donc, la question de l'esprit critique. Donc, moi, je suis dans le milieu universitaire, l'enseignement professeur. On a déjà des étudiants qui commencent à utiliser l'IA pour faire des travaux universitaires. Donc, on se pose la question de intégrité économique, plagiat, compagnie. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose la question, quels sont ces outils, qu'est-ce qu'ils produisent comme effet, comment est-ce qu'on s'en sert et comment est-ce qu'on pense, pour moi, j'ai cette triade, en fait, penser avec l'IA, contre l'IA et au-delà de l'IA aussi. Donc, dire quels sont les types de choses qu'on veut faire pour mieux l'utiliser dans certains contextes. Parfois, certains usages qui pourraient être nuisibles, comme on fait pour les contrer. Et aussi penser à un monde où ça va faire partie de nos vies, probablement, en fait, de plus en plus. Mais penser que c'est pas juste en utilisant plus d'IA constamment. On doit, de plus en plus, des gens y parlent, en fait, qu'on est beaucoup devant nos différents types d'écrans. Il faut faire la désintoxication digitale, numérique. Avoir des espaces où on peut peut-être avoir pas d'intelligence artificielle autour de nous pour vivre bien sans être connecté en permanence. Et dans d'autres contextes, là, on veut utiliser nos outils numériques, on veut aller plus vite, on veut être productif. Donc, penser, en fait, cette coexistence de formes de vie, en fait, je pense que ça, on va devoir l'apprendre, non seulement au niveau des jeunes, mais au niveau des adultes, personnes âgées, personnes aînées, tous les groupes de la population. En fait. Ouais. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une approche mondiale, hein, que tout ce qu'on fait nous, je ne suis pas sûr que ni les Chinois, ni les Russes vont faire exactement la même chose. Donc effectivement, tout l'enjeu, c'est de balancer ce que nous, on pense comme modèle de société au Québec, au Canada, ou dans nos sociétés démocratiques, par rapport à la compétition qui existe avec des sociétés qui le sont moins. Donc tout l'enjeu va être de trouver la bonne régulation mondiale ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas de retrouver le bon équilibre entre ce qu'on est prêt à accepter nous, tout en ne perdant pas trop en termes de compétitivité, parce que à la fin de la journée, pour payer des services publics, pour payer des infirmières, il faut créer de la richesse. Et on ne peut pas créer de la richesse en se mettant trop de boulets aux pieds si d'autres, en tout cas, n'ont pas les mêmes boulets. Donc ça, c'est cette balance qu'il va falloir aussi trouver, d'une certaine façon. Parfait. Bon, c'est ce qui met fin à notre discussion, mais je ne pense pas qu'on va arrêter d'en parler, de l'intelligence artificielle dans les prochains mois, prochaines années. Alors, merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à toi.